Samedi 18 octobre 2014, cette semaine dans le grand show de l'info, la France est engagée au Mali, en Centrafrique, en Irak et justement, notre pays a-t-il les moyens de mener des actions militaires dans plusieurs pays? C'est la question que nous nous sommes posée cette semaine. La Fnac fête ses 60 ans cette année, nous sommes revenus sur son histoire. Les Français ne filent pas le parfait amour avec les langues vivantes, car selon un sondage, 60% d'entre eux s'estiment pénalisés dans leur carrière par leur niveau en langue. Et justement, les parents ont décidé de faire apprendre une nouvelle langue dès le plus jeune âge. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap avec une nouvelle version en plateau cette semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. La France est engagée au Mali, en Centrafrique, en Irak et le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian vient de déclarer que la guerre contre l'organisation islamique allait durer longtemps. Alors cette semaine nous nous sommes posé cette question, est-ce que la France a les moyens de cet activisme militaire ? Si De Gaulle avait coutume de dire en la matière « l'intendance suivra », il n'est plus possible aujourd'hui de ne pas l'interroger sur le coût et le financement des opérations délicates dans lesquelles la France s'est engagée depuis 2 ans. Au-delà des débats sur le bien fondé de telle ou telle intervention, les experts sont unanimes à dire que la menace djihadiste est là pour durer et qu'elle ne sera donc pas anéantie en quelques mois. Sur le papier, l'armée française a plutôt fière allure, avec plus de 31 milliards de budget, elle occupe le 5e rang mondial, la première place en Europe devant le Royaume-Uni. Elle dispose d'équipements sophistiqués, d'une industrie d'armement ultra performante, d'une puissante capacité d'intervention et son expérience lui vaut un prestige certain. 8000 soldats français sont déployés à l'heure actuelle dans le monde, dont 3000 au Sahel et plus de 2000 en Afrique centrale. Mais l'armée doit aussi faire des économies en ces temps de disette budgétaire, même si François Hollande dit avoir sanctuarisé la loi de programmation militaire 2014-2019. Des coupes sévères sont effectuées chaque année et 7000 postes sont supprimés. Dans le même temps, le budget des opérations extérieures explose littéralement. Il va largement dépasser 1,5 milliard d'euros en 2014, alors que seulement 500 millions avaient été budgétés. Et au train où vont les choses en Irak, en Syrie et peut-être demain dans le sud libyen, les dépenses vont continuer leur envolée. Le budget de la défense semble déjà intenable. L'Europe pourrait aussi nous aider à financer ces opérations militaires, cela ne serait pas illogique car après tout la France se bat aussi bien au Mali qu'en Irak pour la sécurité et pour des valeurs qui sont aussi celles de l'Europe. Le président de la République ne manque d'ailleurs jamais une occasion de le rappeler. Mais la France a un mal fou à faire contribuer ses partenaires de l'Union européenne à cet effort de guerre. Les Britanniques ont certes rejoint la coalition contre l'organisation de l'État islamique, mais les autres membres de l'Union, à commencer par l'Allemagne, se contentent d'une participation plutôt symbolique. Si Berlin assume sans complexe sa puissance économique, l'Allemagne se refuse encore à prendre vraiment ses responsabilités en matière de sécurité. Dans ces conditions, la France se bat pour elle-même, mais aussi pour les autres, et ne serait pas infondé à demander qu'une partie de cet effort de guerre soit retirée du calcul de son déficit. Comme on sait que les discussions avec Bruxelles sur le budget 2015 s'annoncent orageuses, la France aurait tort de ne pas jouer cette carte-là, ou tout du moins de mettre enfin sur la table la question du financement de la sécurité en Europe. La Fnac fête ses 60 ans. En 1954, 2 anciens militants d'extrême gauche, André Essel et Max Théré, créent la Fédération nationale d'achat dans l'idée de rendre du pouvoir aux consommateurs face aux marques. Depuis, la Fnac a connu bien des transformations et dû affronter la révolution Internet ainsi que répondre à l'explosion du e-commerce. Retour sur 60 ans de haut et de bas d'une entreprise culturelle pas comme les autres. Le 1er mars 1954 est créée la Fnac. L'idée est de rendre le pouvoir aux consommateurs face aux marques en offrant à leurs adhérents des produits culturels moins chers grâce à l'obtention de remises chez des commerçants agréés.
Il faut attendre 3 ans pour que le groupement inaugure en 1957 son premier magasin, boulevard Sébastopol, dans le 4e à Paris. Dans cette boutique, les vendeurs sont spécialistes et ont pour but de conseiller le client. Les produits sont placés en accès direct, un modèle inédit. Les fondateurs de la Fnac mettent également un point d'honneur à proposer aux consommateurs toutes les nouveautés. Les livres ne font leur apparition dans les rayons qu'en 1974, 20 ans après la création de l'enseigne. Ils sont vendus à prix cassé, 20% en dessous du tarif conseillé, ce qui ne manque pas de provoquer la colère des éditeurs et des libraires. En 1978, l'enseigne commence à commercialiser des produits informatiques. D'abord parisienne, la Fnac commence à s'implanter en région dans les années 70, puis elle ira à Bruxelles en Belgique en 81 et en 1998, elle s'installera hors d'Europe pour ouvrir un magasin au Brésil. L'année 1980 marque un tournant pour l'enseigne. Le 10 mars, la Fnac est introduite à la Bourse de Paris. Elle en sortira 14 ans plus tard, en 1994. Un peu plus tard dans le temps, l'agitateur culturel fait face à ses premières difficultés. Au milieu des années 1980, ses comptes sont dans le rouge, l'accueil des clients est pointé du doigt. L'enseigne va engager un effort considérable pour améliorer sa qualité du service qui va lui permettre de se redresser. La Fnac est également contrainte de s'adapter face à la révolution Internet. En 1999, elle lance son site Internet et un an plus tard, elle verra débarquer un redoutable concurrent, Amazon. Dès mai 68, la Fnac connaît de gros conflits sociaux qui réapparaîtront dans les années 2000 avec plusieurs manifestations. En 2009, elle annonce la suppression de 400 postes en France et ferme son magasin parisien place de la Bastille. C'est dans ce contexte délicat qu'Alexandre Bompard quitte Europe 1 en 2011 pour prendre la présidence de l'enseigne avec l'ambition de faire naître une nouvelle Fnac. Mais quelques mois à peine après son arrivée, le nouveau patron doit annoncer pour 2012 la suppression de 510 postes. La Fnac fait ainsi évoluer son concept. Dès 2011, elle s'implante dans les gares et les aéroports en lieu et place de son concurrent Virgin, une façon de s'investir de nouveaux territoires avec des formats de magasins plus petits. En 2012, elle se relance dans l'électroménager où elle installe un rayon maison et design et prend le virage de l'électro-omnical, les vendeurs étant désormais intéressés aux ventes de Fnac.com. À l'occasion de son anniversaire, la Fnac mène tout le mois d'octobre une opération commerciale baptisée événement Fnac 60 ans. L'enseigne propose à ses clients de partir à la rencontre de stars, écrivains ou encore architectes. Et puis ces enfants qui apprennent le chinois ou l'anglais dès 1 an, les Français ne filent pas le parfait amour avec les langues vivantes. Selon un sondage, 60% des Français s'estiment pénalisés dans leur carrière par leur niveau en langue. Et alors qu'en France, l'apprentissage de l'anglais ne commence qu'en CE1, de plus en plus de parents inscrivent leurs enfants à de très jeunes cours de langue. Reportage. À peine 5 et 6 ans, pourtant Bastien, Amy ou Mélissa apprennent déjà l'anglais. What color is it? Ask. Blue. It's blue. It's blue. Samra, leur English teacher, le sait, les enfants sont très jeunes, alors le cours se doit d'être encore plus ludique. La française a étudié à Londres et fait partie de l'association Mini Schools qui vise à enseigner la langue aux plus petits. Une fois par semaine, les anglophones en herbe s'amusent donc dans la langue de Shakespeare. En fait, c'est pas du tout difficile. On apprend plein de choses et c'est bien. Et comme ça, on peut parler presque toutes les langues. Pour s'inscrire, il faut avoir au moins 3 ans, certains ne maîtrisent même pas et encore le français, et pourtant l'apprentissage d'une langue étrangère est loin d'être un handicap. Plus ils sont petits, plus c'est facile pour nous. Parce qu'on n'aura jamais la question qu'est-ce que ça veut dire, je ne comprends pas, ça n'a aucun sens pour eux, je ne comprends pas. Tout ce qu'on leur explique, du moment qu'ils ont saisi ce qu'il y a à faire, la communication, ce qu'on attend d'eux en réponse, en réaction, ils le font. Environ 300 € par an pour 1 heure par semaine, le coût très raisonnable attire toujours plus de nouveaux parents. Pour apprendre une langue étrangère, l'âge idéal diffère selon les spécialistes. Le jeune enfant a une plasticité du cerveau qui est très différente de celle d'un adulte qui a déjà des catégories prédéfinies. Donc si on parle une langue particulière, si on parle le français, on maîtrise les sons du français
et on a beaucoup plus de mal à acquérir les sons de l'anglais ou d'une autre langue qui ne sont pas les mêmes que ceux du français. Alors que l'enfant va être naturellement confronté au langage de sa mère, de ses parents, de son milieu, et va acquérir une ou plusieurs langues. Et donc le cerveau est complètement vierge et va s'adapter aux langues, aux sons auxquels il est confronté. Et certains parents l'ont bien compris et vont même encore plus loin. Mets du rouge là. Ellie a 13 mois et prononce à peine 3 mots de français. Ses parents ne parlent pas un mot de chinois mais l'ont inscrite à un éveil au mandarin. Le coût, 20 € par heure, n'a plus rien à voir, mais qu'importe, sa maman espère qu'elle atteindra un niveau correct dans quelques années. Aujourd'hui, voilà, des langues un peu plus compliquées, mais qui seront hyper utiles demain, comme le chinois. Ça nous paraissait important que ce soit cette langue plutôt que l'anglais. Apprendre dès le plus jeune âge, oui, mais à condition que ça reste un jeu d'enfant. Est-ce que vous voyez la France? Oui! Bienvenue en France! Oui! Allez, câlin collectif. Allez, maintenant c'est le récap qui change de formule. Il sera désormais animé en plateau chaque semaine. Et on commence par l'actualité en début de semaine. Et c'est le français Jean Tirole qui a remporté lundi le prix Nobel d'économie. Ce prix Nobel a donc été attribué au français Jean Tirole, chercheur à l'université de Toulouse. Il est primé pour son analyse de la puissance du marché et de la régulation, a annoncé le jury dans un communiqué. Mardi, la mort d'un malade soigné en Allemagne d'Ebola. Un employé de l'ONU contaminé par Ebola et hospitalisé en Allemagne est décédé mardi à quelques heures d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la propagation du virus qui a fait plus de 4000 morts. L'Organisation mondiale de la santé prévoit une explosion des cas en Afrique de l'Ouest au mois de décembre. Manuel Valls a recadré la ministre de l'écologie Ségolène Royal, jugeant inenvisageable sa proposition d'une gratuité des autoroutes le week-end et défendant un accord profitable à tous sur les péages dans les prochaines semaines. Et dans le même temps, l'Assemblée nationale a largement adopté le projet de loi sur la transition énergétique. L'Assemblée nationale a donc adopté mardi ce projet de loi qui prévoit de réduire à 50% la part du nucléaire en 2025, comme promis par François Hollande. Un vote où s'est retrouvée la majorité malgré des bémols des écologistes. L'électricité doit augmenter de 1,6% pour les particuliers. Selon la commission de régulation de l'énergie, le prix de l'énergie doit augmenter au minimum de 1,6% en 2014. Dans une lettre, Jérôme Lavrieux explique qu'il se met en congé de l'UMP. Selon lui, la procédure d'exclusion qu'il vise pour son rôle dans l'affaire Big Malion est une mascarade. On en sait un peu plus sur les allocations familiales qui seront désormais modulées en fonction des revenus. Maintien de la prime à la naissance tout de même. Les députés entendent donc amender le texte du projet de la Sécu. Ils l'ont annoncé ce jeudi avant l'examen même du texte de projet de budget de la Sécu. Une mesure avait suscité l'hostilité de la majorité des groupes politiques, celle d'une baisse de la prime de naissance. Ce jeudi, le rapporteur PS Marie-Françoise Clergeau a affirmé que cette prime ne serait finalement pas diminuée. De même, la majoration des allocations à 14 ans sera maintenue et 12% des familles sont pour l'instant concernées. 15 jours après une grève, la direction d'Air France et les syndicats ont annoncé jeudi avoir trouvé un accord pour développer Transavia France, la filiale low cost du groupe. Enfin, un accord sur la libération des lycéennes entre Boko Haram et le Nigeria. Enfin donc peut-être l'espoir, alors que plus de 200 lycéennes ont été enlevées par Boko Haram au Nigeria il y a tout juste 6 mois. Un accord aurait été conclu. L'armée et la présidence nigériane annoncent ce vendredi qu'elles se sont mises d'accord avec le groupe islamiste armé Boko Haram. L'accord prévoit un cessez-le-feu et la libération de 219 jeunes filles kidnappées à Chibok. Voilà donc pour le récap de cette semaine.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Et rendez-vous la semaine prochaine pour de toutes nouvelles actualités sur le www.bigwebtv.fr. Bon week-end et bonne semaine à tous.